Moi, ce soir, je vais vous parler donc du coup d'une autre version de la partie recherche utilisateur, mais sur la partie finalement comprendre les collaborateurs. Parce que souvent, effectivement, dans la partie recherche utilisateur, on parle beaucoup effectivement de la partie market ou de la partie construction de produits, mais on parle très peu finalement de comment on peut appliquer tous ces outils, toutes ces méthodologies pour améliorer l'expérience des collaborateurs. Donc c'est un sujet qui touche pas mal de monde, mais qui est très peu finalement visible et très peu mis en avant. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu faire justement ce parallèle entre la recherche utilisateur qu'on voit, ou qu'on découvre sur la partie client versus l'expérience collaborateur. Ce qu'il faut savoir, on est tous finalement des utilisateurs d'une solution, que ce soit pour commander son Uber ou commander quelque chose avec une expérience qui est très bien travaillée. Et quand on arrive au travail et qu'on intervient sur notre CRM qui est très mal travaillé, bah, pourtant on est le même utilisateur. Et donc au final, bah, c'est pour ça qu'on a aussi cet enjeu en termes de réflexion. Et pour ça, il y a une petite étude qui a été réalisée qui montre qu'en 2021, la moyenne européenne de taux d'engagement est de 11%, alors qu'en France, le taux d'engagement est de 7%. Qu'est-ce que ça signifie cette phrase un peu choc? Donc, les personnes qui sont engagées, c'est des gens qui sont dans l'entreprise, des gens qui sont moteurs, qui vont vraiment faire en sorte que l'entreprise va avancer. Ça veut dire dans chaque entreprise, il y a 7% des collaborateurs qui sont vraiment moteurs, qui sont engagés, qui vont avancer pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne. Ça ne veut pas dire que le reste sont complètement engagés ou vont saccager l'entreprise. C'est juste que bah, pour eux, il n'y a pas forcément de sens et du coup, ils vont faire leur travail et sans plus. Mais une stat qui est aussi importante, c'est de se dire que le taux de désengagement croît chaque année dans les entreprises. Et donc, les personnes qui sont désengagées dans une entreprise, en général, c'est eux qui sabotent des projets, c'est eux qui vont venir finalement casser le moral des personnes qui sont engagées et qui font en sorte que l'entreprise grandisse. Donc, du coup, en général, on se pose la question comment on fait pour avoir finalement un taux d'engagement qui augmente? Comment est-ce qu'il y a des méthodes innovantes justement pour pouvoir un peu renouveler ces approches finalement de l'expérience collaborateur? Parce que souvent, le manager qui a une équipe de désengagés, il va attendre son rendez-vous annuel. Il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Non, ça va pas. Bon, ben, je te rajoute 50 € sur ton feuille de paye. Et puis là, on va revenir l'année prochaine en disant qu'est-ce qui va? Ça va pas? Ben, je te rajoute 50 €. Et en fait, finalement, ça crée des cercles où, du coup, ben, le salarié n'a pas la sensation finalement d'être écouté, et donc du coup, ben, va petit à petit se désengager, voire partir. Et dans un monde, dans un environnement où du coup, le monde du travail est de plus en plus concurrentiel, on se rend compte qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent soit aller rencontrer d'autres environnements, type start-up, ou monter son propre compte, son propre projet, ou mettre à son compte en tant que freelance. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas finalement dans des systèmes où du coup, ben, on est dans des grosses structures et le salarié n'est pas forcément au cœur finalement du process. J'ai bien aimé le triptyque qu'on utilise et qu'on voit partout sur les notions de design de service. C'est un peu pareil finalement quand on parle d'utilisateur centré client. Bah, quand on construit une entreprise, bah, si on a le business qui tourne, bah, c'est bien, c'est finalement le côté financier de l'entreprise. La partie technique, c'est tous les process qu'on va mettre derrière et bah, se concentrer finalement sur les utilisateurs, sur finalement nos collaborateurs, ça fait partie de cet écosystème et cette équation qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Donc du coup, les entreprises aujourd'hui sont à la recherche de méthodes innovantes et on va voir qu'elles ne sont pas forcément innovantes et qu'elles sont finalement assez accessibles, mais elles ne sont pas très bien utilisées. Pour justement attirer des talents, parce que les entreprises aujourd'hui ont besoin de ces talents-là, tout en augmentant les chances aussi de les garder longtemps. Parce qu'il y a un gros enjeu aussi en termes de turnover, de se dire comment on peut faire en sorte que bah, le temps passé en termes de recrutement, de formation, est très long, très coûteux pour une entreprise, et ça coûte beaucoup moins cher finalement de garder son collaborateur ou sa collaboratrice au sein de l'entreprise pour pouvoir évoluer et grandir ensemble. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, je voulais faire le parallèle avec finalement les clients, parce que finalement, c'est un peu pareil. Les clients, on essaye de les attirer, on leur donne envie et on essaye d'augmenter nos chances pour les garder le plus longtemps possible, pour pouvoir effectivement avoir un revenu récurrent, régulier. Et donc finalement, le parallèle il est très mince entre la relation entre le travail qu'on va faire auprès de nos collaborateurs et auprès de nos clients. Mais pourtant, ce qui est fou, c'est qu'on met une énergie folle en marketing, on met une énergie folle en construction de produits pour justement attirer nos clients. Et finalement, dans l'entreprise, qui est en charge des collaborateurs? C'est le service RH.
c'est peut-être les managers, mais du coup, il y a moins d'énergie, moins de fonds finalement pour pouvoir travailler l'expérience collaborateur. Et donc du coup, aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous partager, c'est de montrer que finalement, le collaborateur, les collaborateurs des entreprises, finalement, sont des clients comme les autres. Parce qu'au quotidien, ils vont avoir les mêmes problématiques. Donc là, imaginons, c'est les clients versus les collaborateurs. Mais finalement, un collaborateur comme un client va donner son avis sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des plateformes qui permettent de donner son avis sur l'expérience qu'on vit auprès de son entreprise, de savoir si, euh, très basiquement, si on est bien payé ou non, mais si la partie, effectivement, expérience, elle est bien. Si on a de plus en plus aussi de plateformes qui mettent en avant, par exemple, comme Balance ton agence, Balance ta startup, qui permet de montrer toutes les dérives dans les entreprises. Donc, finalement, un client ou un collaborateur va s'exprimer, finalement, sur Internet. Il attend, les deux attendent qu'on lui propose des produits simples, fluides, efficaces et rapides. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'appuie sur le bouton quand je suis complètement bourré, je rentre chez moi en sécurité. C'est fluide, c'est rapide, c'est efficace. J'arrive sur mon CRM, je perds 1 heure à comprendre comment il fonctionne. Donc, du coup, c'est aussi de se dire pourquoi on n'arrive pas à fabriquer les outils qu'on utilise au quotidien en tant que consommateur, en tant que client. En tant que client, je crée le dialogue avec ma marque. Je vais créer finalement un lien fort avec la marque. Il y a des fans d'Apple, il y a des fans d'Android, il y a des fans de Patagonia, il y a des fans de Nike. Du coup, on crée des liens forts avec les entreprises, avec les marques. Par contre, du coup, on est capable aussi potentiellement de créer des liens forts avec nos entreprises. Donc, du coup, on parle de culture d'entreprise, on parle de. Il y a eu un talk sur ce sujet-là il n'y a pas très longtemps, où justement, comment on peut fédérer finalement cette appartenance, ce lien, et du coup, d'être fier finalement de porter les couleurs de mon entreprise. Parce qu'on est capable de le faire en tant que client. On aspire aussi à des actions qui vont avoir plus de sens. J'ai parlé de Patagonia, parce que Patagonia, c'est une marque qui porte des valeurs, qui porte un sens. Du coup, je suis capable en tant que client, en tant que client acteur, de pouvoir porter ces valeurs-là et ce sens-là. Je recherche ça aussi de mon employeur et de mon entreprise. De plus en plus aujourd'hui, les grands groupes sont confrontés à une première question dans les entretiens d'embauche, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour l'impact écologique? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour la RSE? Si une personne qui recrute n'est pas capable de répondre, ou la personne en face a la sensation que c'est un petit vernis pour faire joli, c'est la première question qui fait que les futurs employés, les futurs collaborateurs s'en vont et du coup ne viennent pas finalement dans l'entreprise. Donc effectivement, ces sujets de sens sont de plus en plus forts, ils sont de plus en plus porteurs et sont vraiment quelque chose où les gens attendent vraiment quelque chose. En tant que client, j'exige qu'on m'écoute, qu'on comprenne mon besoin. On a parlé effectivement de la recherche utilisateur. Justement, ça permet effectivement d'aller à l'écoute des clients, voilà, de faire du shadowing. C'est rigolo quand on le voit effectivement avec ces caméras. J'ai assisté aussi dans le centre hospitalier quand on parcourt patient. Mais du coup, c'est vrai que du coup, on s'attend que s'il y a toutes ces démarches qui sont menées par ces grosses entreprises, c'est pour améliorer mon expérience et pour éviter le stress, éviter de courir et pour faire en sorte que mon parcours soit le plus fluide possible. C'est pareil quand je suis collaborateur, quand j'arrive dans une entreprise, c'est aberrant de voir que pour pouvoir commencer à travailler, il faut que j'attende 2 ou 3 jours, voire 2 ou 3 semaines de recevoir mon ordinateur, mes mots de passe, du service IT. Donc du coup, en attendant, je fais quoi? Et du coup, le service, il n'est pas fluide. Donc du coup, c'est important d'aller aussi être à l'écoute de ses collaborateurs pour pouvoir fluidifier ce parcours-là et créer en sorte que le onboarding se passe très bien, par exemple, dans une entreprise. On privilégie la relation de confiance et de transparence. Alors ça, effectivement, c'est beaucoup demandé de la part des consommateurs acteurs, justement de cette traçabilité. On met de plus en plus, effectivement, de technologie pour montrer la preuve du sourcing des matériaux, de chaque produit qu'on va consommer. Et du coup, l'utilisateur est de plus en plus en demande de cette transparence, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment, finalement, on va pouvoir utiliser le produit. En tant que collaborateur, on va vouloir demander la même chose finalement, et pour comprendre la transparence, comment fonctionne mon entreprise, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien, où est-ce que je me projette demain avec vous ou pas. On veut s'engager, si on est content, on s'engage, on continue d'acheter, on continue de rester dans l'entreprise. On veut vivre une vraie expérience, on ne veut pas s'ennuyer finalement que quand on utilise un produit ou quand on est sur son poste, on veut pas juste faire le travail, on veut vraiment vivre quelque chose de fort avec des vraies expériences, et on accorde de l'importance finalement au côté émotionnel. Parce que du coup,
quand on achète un produit, il y a cette notion d'émotion qui est beaucoup travaillée dans le marketing, qui est très peu travaillée finalement sur la partie expérience collaborateur. On ne crée pas une émotion incroyable. Alors de plus en plus, maintenant, il y a des entreprises, c'est vrai que les startups ont réussi à faire ça, un accueil, des événements, on fête les victoires, du coup, c'est quelque chose qui commence à arriver, justement pour recréer finalement et faire revenir l'émotionnel au sein de l'entreprise. Donc on se rend compte finalement que si on fait le parallèle entre quand je suis client et quand je suis collaborateur, on a les mêmes attentes et du coup, on a les mêmes besoins et on veut vraiment vivre la même expérience. Parce que du coup, on le vit dans un côté client et du coup, on se pose la question, mais pourquoi on ne le vit pas dans le travail, qui est quand même 7 heures minimum 7 heures de notre journée au quotidien. Donc du coup, c'est vrai que c'est des vrais enjeux, c'est des vrais besoins de la part des collaborateurs. Donc du coup, il mérite d'être étudié avec la même intention que les clients. Donc toute la partie finalement recherche qu'on a faite sur les clients, sur les prospects, bah, du coup, bah, nos collaborateurs méritent qu'on s'attarde et qu'on fasse finalement cette phase de recherche au même niveau finalement que ce qu'on pourrait être capable de mener sur nos clients. Donc du coup, pour cela, il y a, on va dire, 4 grandes thématiques. On en a vu quelques-unes finalement avec l'expérience terrain, avec le shadowing, avec les entretiens aussi utilisateurs. En général, ce qu'on aime bien faire, c'est surtout des études quantitatives. Et du coup, il y a de plus en plus de produits, de startups qui se lancent avec c'est quoi ta météo de la semaine. Du coup, je dis, voilà, ma météo de la semaine, c'est je suis content, pas content. Ça fait de la data. Et ça fait de la data. Et du coup, on se dit, ah, super, les stats salariés sont contents à 60%. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. C'est déjà une première approche, mais du coup, c'est pas suffisant. Parce que du coup, on ne crée pas forcément derrière, justement, de capter cette donnée. Donc l'enjeu, effectivement, c'est d'aller, une fois qu'on a récolté cette data, qui n'est pas forcément un mauvais point, c'est un point aussi important qu'il faut qu'on puisse faire et qu'on fait aussi dans le marketing. Donc il faut pouvoir aussi l'appliquer sur la partie expérience collaborateur. Et les entretiens, on peut éviter de faire un entretien tous les ans, et faire un entretien un peu plus régulièrement, pour justement goûter un peu plus finalement le pouls de l'entreprise et de pouvoir discuter. Donc, du coup, maintenant, il y a de plus en plus des points one-to-one qui se font, mais du coup, ça devient un peu chronophage aussi. Et du coup, des fois, bah, c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait de tous ces points et de toutes ces réunions qui peuvent aussi devenir chronophages. Et comme on n'a pas cette culture finalement de se dire, je mets finalement mon écoute auprès de mes salariés, auprès de mes collaborateurs pour pouvoir générer des solutions, bah, du coup, on fait beaucoup d'écoute pour faire beaucoup d'écoute. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est d'aller un peu plus loin. Avec l'analyse terrain, donc l'analyse terrain, c'est de se mettre à la place d'eux. Donc, du coup, on connaît cette magnifique émission qui s'appelle Patron Incognito, et du coup, qui fait partie un peu de cette démarche de se dire, je me mets à la place de mes salariés, je vais finalement me déguiser, comprendre comment ils travaillent, pour améliorer les process. Et en général, il y a toujours la séquence émotion de, bah, du coup, tu vas devenir formateur parce que du coup, tu es un gars super ou tu es une fille super, ou du coup, je vais t'offrir telle ou telle chose. Donc, du coup, ça crée, on retourne sur le côté création d'émotions. Et donc, du coup, ça peut fonctionner. Donc, du coup, ça fonctionne même d'ailleurs par effectivement aussi d'autres outils qui sont plutôt du shadowing avec effectivement des caméras ou se dire, des fois, il y a certaines entreprises qui se disent, aujourd'hui, je vais, moi, en tant que salarié, allez, me mettre la casquette du manager et le manager va mettre la casquette du salarié pour qu'ils puissent échanger leurs rôles, pour qu'ils puissent aussi découvrir c'est quoi les rôles et c'est quoi les tâches de chaque personne. Donc ça, c'est des sujets qui sont aussi intéressants pour capter énormément de données et pour se mettre aussi en empathie avec l'autre en face. Et ensuite, on va dire le Graal, ce qui est le côté collaboratif, où du coup, on va réunir l'ensemble des participants autour d'une table, on va faire des ateliers collaboratifs, et du coup, on va vraiment s'exprimer. Donc, du coup, il y a une méthodologie qui est le focus group, qui est de se dire comment on peut réunir l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir échanger autour d'un sujet et pour pouvoir après générer des pistes de solutions. C'est là où, du coup, une fois qu'on a généré toutes ces données, on est en capacité après de pouvoir passer en action et se dire, OK, bah, maintenant qu'on a toute cette donnée, comment on fait pour pouvoir travailler ensemble et créer des pistes d'amélioration. Donc ça, c'est les 4 grandes thématiques, il y en a plein. C'est 4 grandes thématiques qui ne sont pas forcément très coûteuses non plus à faire, parce que quand on parle de shadowing, quand on parle d'interview, c'est des sujets qui sont forcément tous. Et donc, du coup, c'est un peu frustrant de se dire qu'on a des méthodes et des outils qui sont à la portée de tous, mais finalement, qu'on les utilise, qu'on les exploite très. Sur la partie focus group, on s'est rendu compte que c'était un sujet très, très fort de frein, en fait, pour pouvoir générer un focus group.
c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de planification, c'est beaucoup de temps et souvent, ça se transforme en réunion et ça fait juste un tour de parole et donc du coup, on n'y a rien derrière et c'est pas très activable. Donc du coup, nous, on a développé un jeu pour rendre ce moment ludique, qui s'appelle le Cookie Game, on va pas trop réinventer le nom, mais du coup qui permet effectivement de pouvoir gamifier ce moment, recréer de l'émotion, recréer du lien et aussi de permettre d'avoir quelque chose qui est en 1 heure, de se dire, bah, le temps de pouvoir générer rapidement des idées et des pistes d'amélioration sur tel ou tel process. À la base, c'était prévu pour justement la recherche utilisateur client. Et en fait, certains de nos clients managers ont hacké le jeu pour leurs équipes et on s'est dit: «Ah bah oui, c'est super, ça peut aussi fonctionner sur l'expérience collaborative». Et tout ça, ça amène à quoi? Ça amène que si le manager prend soin de ses collaborateurs, les collaborateurs, bah, du coup, vont vivre dans une ambiance, on va dire, plutôt satisfaisante et plutôt positive. Donc du coup, à leur tour, ils vont prendre soin de leurs clients. Et donc du coup, si on se fait, par exemple, si on reprend l'exemple de la SNCF et que du coup on est perdu et on va finalement au guichet pour demander son chemin et que du coup, bah, la personne au guichet est mal managée ou du coup a des soucis au niveau de son entreprise, bah, du coup, on va mal diriger finalement le voyageur ou va l'envoyer peut-être bouler en disant: «Bah, tu te débrouilles, il y a des panneaux, il y a une application». Et donc du coup, finalement, l'expérience client, elle va être dégradée parce que du coup, le point de contact finalement avec le collaborateur est dégradé. Donc du coup, potentiellement, bah, l'expérience va être mal vécue. Alors que si on avait finalement travaillé en amont pour faire en sorte que les personnes de guichet ont une vraie mission, ont un vrai sens, et du coup sont fiers de finalement guider les voyageurs et donc du coup guident les voyageurs correctement, bah, l'expérience est renforcée et donc du coup on passe un bon moment et le stress est moins important en gare. Et tout ça, ça s'appelle la symétrie des attentions. Pour le faire simple, prends un pote avec une balle, du coup on envoie la balle. On connaît tous un peu ce icebreaker où du coup on s'envoie la balle en donnant les prénoms. Souvent, si on regarde pas bien son copain ou la personne avec qui on envoie la balle et du coup on prête pas attention à cette personne-là, bah, la balle va tomber. Bah, c'est un peu exactement pareil finalement. Si on fait pas attention à nos collaborateurs, à l'ensemble des personnes qui nous entourent, bah, ça va avoir une répercussion et du coup on va perdre la balle, on va perdre l'attention, on va perdre la relation et donc du coup on va vivre une mauvaise expérience. Donc c'est un petit peu ça finalement la symétrie d'attention. C'est de se dire on va prendre soin d'une personne qui va prendre soin d'une autre personne après, mais finalement, c'est le chemin qui est parcouru qui fait l'expérience dans sa globalité. Donc c'est là où du coup, finalement, la relation entre l'expérience client et l'expérience collaborateur vient de se rencontrer et fait en sorte que du coup, c'est un ensemble qui fonctionne, du coup, qui fonctionne ensemble. Donc du coup, bah, je suis bien et et c'était une petite présentation pour vous partager un petit peu tout ça. Voilà, merci.